Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Aujourd'hui, bien sûr, on va traiter d'un sujet qui est très important, qui est le tutorat, géré par des personnes qui font de la formation, qui accueillent et qui gèrent des apprentis. En France, nous comptons maintenant plus de 700 apprentis. C'est autant de maîtres d'apprentissage, de tuteurs pédagogiques, de managers qui participent en fait à la montée de compétences de nos jeunes. Et donc, accueillir un apprenti, ça s'improvise pas. On peut très vite comprendre l'importance du rôle du maître d'apprentissage ou du tuteur, si c'est un contrat de professionnalisation, ou même un stagiaire, surtout dans la lutte contre les ruptures et le fait que des fois, il y a des aventures qui se passent mal et qui se terminent mal. Et l'objectif, c'est un petit peu de les éviter. Son rôle, donc, du tuteur passe par plusieurs étapes. Et on va essayer ensemble de les aborder. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir François Gabot, consultant, formateur, auteur de multilivres sur le sujet et expert du tutorat. François, bonjour. Oui, bonjour Morgane. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour discuter une petite heure autour du sujet que tu as déjà abordé sur notre site internet dans plusieurs articles que tu écris tous les mois. Il y en a déjà 5 de sortis. Je vous invite à les retrouver si ça vous intéresse. Proactiveacademy.fr. Et il y en aura un tous les mois encore au moins jusqu'au printemps. François, je te propose de te présenter. Oui, merci Morgane, merci pour ton invitation. En fait, tu as déjà dit beaucoup de choses. Je suis formateur et consultant et bon, j'interviens sur des problématiques de management, de communication et j'ai donc une spécialité qui est le tutorat. Et donc, j'anime des formations, j'accompagne les entreprises sur ces problématiques de tutorat depuis, on va dire une bonne dizaine d'années et aussi bien les grands groupes, les grands comptes que les PME. Super. Voilà. Très bien, écoute, merci pour cette présentation. Alors, j'ai posé des questions à François, c'est un peu l'objectif de ce podcast, d'échanger, d'arriver dans le fond, mais vous aussi, vous pouvez poser des questions, interagir, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous demander quelque chose, nous parler d'un cas particulier sur lequel on espère on pourra vous aider. En tout cas, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. François, le tutorat, c'est plusieurs étapes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une synthèse en fait de celle-ci dans le tutorat? Non. Pour faire une synthèse, et ensuite on pourrait éventuellement entrer dans les détails. Bon, il y a évidemment l'étude du besoin. Donc il y a tout le travail qui doit être fait par les managers, les RH, avec la possibilité aussi d'intégrer des tuteurs. Donc sur la phase écoute du besoin, étude du besoin, relation avec l'école en amont. Et puis recrutement et préparation de l'accueil, de l'intégration dans l'entreprise, de l'alternant. Ensuite, il y a la phase transmission des compétences. Donc là, qui est plus une phase je dirais, qui fait penser à une formation de formateur, tu vois, un métier de formateur. On va transmettre avec des objectifs, maîtriser cette notion de compétence. Ensuite, il y a toute la relation avec l'école. Donc là, donc le tutorat, c'est vraiment une relation tripartite avec l'école qui est une place centrale. Et puis il y a le suivi quotidien, le suivi hebdomadaire en fonction du rythme de l'alternance. Et on va dire la dernière phase, qui est la phase de clôture. C'est-à-dire d'accompagner son alternant jusqu'à la réussite de son diplôme
Et ça nécessite un accompagnement sur le projet, sur le mémoire et sur la soutenance. Et puis, la préparation de la sortie, c'est aussi l'aider à quitter l'entreprise. Alors, ça peut être une intégration dans l'entreprise. Ça peut être aussi un étudiant, un alternant qui souhaite poursuivre ses études avec une autre alternance dans la même structure, ou alors quelqu'un qui va quitter l'entreprise, qui va se faire embaucher ailleurs, hein. Et donc, il y a le petit coup de pouce sur la sortie. Donc, voilà les grandes phases. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, je vais te poser la première question qui me vient tout de suite quand on parle de tutorat. C'est quoi le rôle en fait d'un maître d'apprentissage ou d'un tuteur? C'est quoi son job? Le tuteur, en fait, on va dire qu'il y a deux grandes notions. Euh, il y a ce que j'appelle, moi, du notion de management non hiérarchique. Donc, on a un tuteur, c'est une chance, en fait, pour un alternant d'avoir un tuteur. C'est quelqu'un qui va accompagner un jeune qui souvent découvre l'entreprise pour la première fois. Parfois, ils ont fait quelques stages auparavant, hein, mais l'alternant, il faut savoir que c'est un salarié, en fait, hein, c'est un salarié de l'entreprise. Et donc, c'est un jeune qui arrive dans une entreprise qu'il ne connaît pas, sur un métier qu'il va découvrir. Et donc, le tuteur va être un facilitateur, va l'aider à intégrer l'entreprise, mais il va aussi le former par rapport à, on va dire, deux référentiels, hein. Le programme de formation, donc le référentiel école, le référentiel du diplôme, et le référentiel de la fiche de poste, hein, c'est-à-dire le métier, hein, le référentiel du métier. Et donc, le tuteur va se charger de transmettre, d'accompagner, de faire monter en compétence ce jeune pendant tout son parcours, jusqu'à ce qu'il soit autonome. Parce que c'est ça le but du tutorat, c'est rendre un jeune autonome. Voilà. Et ça va durer le temps en fait du diplôme. Donc, si l'alternant est sur un diplôme d'un an, c'est l'accompagnement d'un an. S'il est sur un diplôme de 2 ans du type BTS, DUT, eh bien, ça sera un accompagnement pendant les 2 années. Ça peut être un accompagnement aussi sur un diplôme d'ingénieur pendant 3 années. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est fort utile, hein, qui va se charger de cet accompagnement jusqu'à la sortie, hein, qui est souvent la réussite du diplôme. Super. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques pour interagir avec François. Donc on a tu as défini donc le rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage, hein, ce qui aujourd'hui de plus en plus se rapproche. Comment aujourd'hui on met en place un tutorat dans son entreprise ou dans sa structure pour que ça se passe bien? Voilà, les conseils que tu peux. Alors, comment on le met en place? Déjà, il faut qu'il y ait une volonté, un besoin, hein. Souvent, on accueille un alternant parce qu'on a un besoin. Alors, attention aussi, déjà au départ, il faut savoir que l'alternant, ce n'est pas quelqu'un qui viendrait remplacer une personne qu'on aurait pu recruter par ailleurs. L'alternant, c'est quelqu'un qui vient pour apprendre. Donc, il ne peut pas avoir la même fonction, le même rôle qu'un salarié qu'on aurait pu recruter en CDD, en CDI, en intérim, etc. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la base. Donc, on recrute évidemment quelqu'un parce qu'on a un besoin dans un service. Donc, il y a tout ce travail autour de l'identification du besoin. Et puis, donc ça c'est vraiment la première chose à faire. Donc, le tuteur peut accompagner les RH, peut accompagner le manager dans la définition du besoin et dans la sélection, dans le recrutement de l'alternant. Ok, très bien. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. Donc souvent, on peut arriver dans une situation où le tuteur se voit imposer un apprenti et que c'est un petit peu des fois
entre guillemets pas préparé, hein, comme tu viens de le proposer. Quels sont les conseils qu'on peut donner à un tuteur qui se voit imposer un apprenti? C'est toujours embêtant un tuteur à qui on impose un apprenti. Moi, je pense que le tuteur, déjà, dans un premier temps, il faut qu'il soit volontaire. Voilà, il faut avoir envie de cette mission. Parce que d'abord, c'est une mission qui est longue, c'est une mission quand même qui est assez complexe, c'est une mission dans laquelle il y a beaucoup de relationnel. Donc voilà, il faut une appétence. Souvent, les tuteurs, en fait, il y a un frein qu'il faut pas négliger, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps, et donc est-ce que le tuteur, qui souvent n'est pas un manager, le tuteur c'est un collaborateur dans une équipe, est-ce que est-ce que le manager va lui laisser du temps pour mener cet accompagnement? Ça dépend des organisations. Il y a certaines organisations où je connais des grands groupes par exemple, dans leurs accords d'entreprise, qui ont décidé qui ont acté le fait que les tuteurs doivent disposer de, on va dire, 10% de leur temps pour pouvoir mener leur mission. Donc, ça les soulage un peu. Donc, ceci dit, c'est pas une généralité. Sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont de petites structures, hein, qui accueillent des alternants. J'imagine que c'est le cas aujourd'hui. Mais oui. Donc il faut pas regarder, faut pas trop regarder son temps. Bon, ceci dit, c'est quand même un investissement au départ. Donc, on va dire sur le premier trimestre, hein, si on prend un cas d'école avec un accompagnement sur un an, le premier trimestre, ça demande beaucoup d'investissement du tuteur. Et puis ensuite, le tutoré va commencer à devenir autonome sur certaines activités, sur certaines tâches. Et il va commencer, disons, à rendre, hein, si on peut dire, hein, le temps qui lui a été consacré par la réalisation de missions dans lequel il va être de plus en plus à l'aise, etc. Donc, voilà, je déconseille au RH ou au manager d'imposer un tutorat à quelqu'un qui n'en aurait pas envie. Je dis souvent que un bon tuteur, c'est pas forcément le meilleur expert. Oui, le meilleur expert dans son domaine. Je dirais que c'est bien sûr que le tuteur doit être expert évidemment, mais sur son métier. Mais le meilleur tuteur, c'est celui qui a plutôt un bon relationnel. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la relation, qui aime les jeunes, quoi. Pour faire simple, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir des jeunes dynamiques, des jeunes. Bon, peut-être on l'abordera un peu plus tard. Je sais pas si vous avez des questions autour des générations. Bon, là aujourd'hui, on parle de génération Z, hein, pour des jeunes de moins de 25 ans. Bah, cette génération, elle a des particularités. Bon, toute génération a ses propres spécificités. Donc aujourd'hui, on a des jeunes qui sont pas toujours à l'heure, ou des jeunes qui sont toujours avec leurs écouteurs. On va en parler tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Bon, ouais. Mais voilà, il faut accepter ça. Hein, le tuteur, c'est quelqu'un il faut qu'il en ait envie. Voilà. Très bien. En tout cas, si vous êtes arrivé dans cette situation, n'hésitez pas à nous partager ces éléments-là. Un des points essentiels, c'est aussi de préparer l'accueil du jeune, hein, qui va arriver au sein de la structure. Pour toi, en fait, quelles sont les choses à faire avant l'arrivée et le jour d'arrivée de l'apprenti? Alors, pas attendre le dernier jour. Pas attendre le dernier jour, c'est-à-dire il faut s'y prendre, peut-être, je sais pas, ça va dépendre des structures, mais 15 jours avant. Alors, il y a déjà récupérer le programme pédagogique, récupérer le planning. Vous savez qu'il y a tout type d'alternance, hein. Donc, vous avez des alternants qui sont en entreprise 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine et 2 jours ou 3 jours à l'école. Vous avez une semaine sur 2. Bon, donc il faut récupérer le planning, il faut récupérer le programme pédagogique, parce que la montée en compétences, le tuteur va la faire à partir aussi du programme pédagogique, hein. Il faut qu'il y ait un lien étroit entre la mission de terrain et ce que le jeune apprend à l'école, parce qu'en permanence, il fait des ponts. Quand il est à l'école, il pense à ce qu'il fait en entreprise. Quand il est en entreprise, il pense à ce qu'il fait à l'école. Donc, dans la préparation,
faut récupérer le programme pédagogique. Ensuite, il faut monter des séquences pédagogiques, monter un programme, créer en fait un outil de suivi avec une montée en compétences progressive. Ça, généralement, il vaut mieux le préparer en amont. Et puis, il y a toute la partie aussi simplement logistique. Qui s'occupe de la partie logistique? Accueillir un jeune, c'est que le jour où il arrive, il faut qu'il ait son espace de travail, son bureau, son ordinateur, ses codes d'accès, ses logiciels ou ses applicatifs, ses applications déjà. Enfin, voilà, il faut que tout soit prêt. Je dirais, il faut aussi préparer l'équipe. Alors, ça, c'est plutôt le rôle du manager, préparer l'équipe, mais ça se fait aussi avec le tuteur. Parce que quand un jeune arrive dans une équipe, certaines personnes de l'équipe peuvent très bien avoir un regard absolument positif et donc bienvenue cet alternant. Et puis, vous pouvez avoir des personnes dans l'équipe qui sont pas prêtes, qui n'en ont pas envie. Et donc, on va pas les forcer non plus. Mais pour ça, il y a de la communication envers l'équipe. Voilà, donc il y a tout ce travail-là. Selon le poste qui est occupé, parfois il faut prévoir à l'avance du matériel. Alors ça peut être par exemple du matériel de sécurité dans le cas d'un travail en logistique. Ça peut être je sais pas, vous voyez, des chaussures de sécurité, des lunettes, enfin voilà, du matériel sur mesure à la bonne taille. Prévoir la formation aussi, j'imagine. Prévoir la formation aux outils, aux pratiques. Ah non, excuse-moi, j'ai pas entendu. Je disais prévoir aussi les formations aux outils, les formations aux produits, aux offres de l'entreprise. Oui, bien sûr, oui, oui. Alors parfois, effectivement, sur certains métiers, il faut être formé pour occuper le poste. Absolument. Donc ces formations, il faut pouvoir les anticiper avec le service RH. Voilà, parce que parfois, vous avez un jeune qui ne peut pas commencer à travailler tant qu'il n'aura pas obtenu tel ou tel type de formation, et suivi tel type de formation ou obtenu une certification. Je sais pas, je dirais un CACES ou voilà des formations spécifiques. Donc tout ça, ça s'anticipe. Et souvent, ce que je dis aux tuteurs, c'est plus vous allez anticiper, mieux ça va se passer quoi le jour de l'arrivée. Et puis évidemment, il faut être là le jour où l'alternant arrive, il faut être là. Moi, j'ai le souvenir d'un alternant qui m'a dit, moi mon tuteur qui était manager, il avait une réunion le jour de mon arrivée. Et j'ai attendu jusqu'à 11h du matin à l'accueil et je me suis demandé si j'allais rester dans cette entreprise. Donc, on peut le comprendre. Hein. Voilà, vous voyez. J'ai aussi une anecdote là-dessus en tant qu'apprenti, parce que j'ai fait 5 ans d'apprentissage. Je me suis retrouvé embauché dans une grosse collectivité territoriale, une grosse ville de France, pour faire de la vidéo et j'ai eu mon matos pour faire de la vidéo, c'est-à-dire caméra, ordinateur, logiciel de montage, 3 mois après mon arrivée. Voilà. Donc c'est vrai que l'anticipation, c'est pas toujours le fort. Donc ça c'est un point très important parce que c'est vrai que ça peut vite démotiver les personnes. Oui, Morgane, excuse-moi, juste je voulais rajouter quelque chose. Voilà, pour pas faire peur aux tuteurs, si on peut dire, je leur dis, dans la préparation, ne faites pas à la place, ne remplacez pas des personnes qui sont déjà impliquées dans l'accueil et l'intégration des salariés en général. C'est-à-dire que vous avez il existe des entreprises qui ont déjà des process d'accueil et d'intégration et qui vont considérer l'alternant, qui vont l'intégrer dans ces process. Notamment, je pense à certains process RH qui déjà ont prévu, voilà, toute personne qui intègre une entreprise va passer par tout un système de, voilà, il y a le contrat, parfois il existe des journées d'accueil. Bon, donc je dis aux tuteurs, vous allez simplement vous assurer que les personnes qui sont impliquées dans les accueils en règle générale font bien leur boulot, c'est-à-dire que les choses soient faites. Assurez-vous simplement, alors ça peut passer par un mail,
tiens, j'envoie un mail au RH, ou j'envoie un mail au service formation, ou j'envoie un mail au service à mon manager. Non, ben voilà, moi je suis en charge du tutorat de telle personne. Cette personne arrive à telle date. Est-ce que vous avez pensé à accueillir et intégrer mon alternant comme il se doit? Vous voyez? Donc, il s'agit pas de se substituer à de l'existant, mais peut-être simplement de s'assurer que les choses sont faites. Super. François, je te propose qu'on prenne en fait on a plusieurs commentaires, donc je vais les lire parce qu'ils sont intéressants. Et après, on va rapidement venir sur les sujets liés à la relation avec l'école ou le CFA. Donc, on a en fait Bénédicte qui nous dit, quand tuteur et manager est la même personne, les enjeux, intérêts ne sont pas les mêmes dans la notion d'accompagnement et de prestation de service, entre guillemets, elle dit. Et on a Nathalie qui dit bonjour, je suis manager de 9 collaborateurs, dont 3 alternants, et manque de temps pour gérer le management de mes collaborateurs et des alternants. Mes RH n'ont pas ce point de vue. Pour eux, le tuteur doit être absolument le manager. Alors, c'est moi qui ai rajouté absolument. Elle dit juste pour être manager, d'accord. Et j'ai une question ensuite d'Arnaud qui dit je suis tuteur et manager officieux de mon alternant. Celui-ci a manifesté qu'il n'apprenait plus dans son école, que son école n'était pas terrible en somme. Que feriez-vous? Alors, je propose qu'on mette la question d'Arnaud juste de côté pour commencer. Si on pouvait peut-être juste, si tu pouvais répondre ou faire un commentaire sur ce que vient de nous dire Bénédicte et Nathalie. Alors, sur la relation entre le tuteur et le manager, oui, ça, c'est une vraie question, hein. Merci de l'avoir posée. Et la réponse n'est pas simple, hein, je dirais. Bon, je vais vous donner mon point de vue. Pour moi, le tutorat, ça peut être du management, mais du management non hiérarchique. Bon, ceci dit, il y a bien un manager quelque part, un manager hiérarchique, il existe. Pour moi, ce sont deux missions qui sont différentes. Alors, parfois, qui sont confiées à la même personne. Chez vous, quelle est chez vous, dans votre entreprise, quelle est la mission du manager? Bon, là aussi, hein, d'une entreprise à une autre, on peut avoir des missions qui peuvent être différentes. Moi, je dirais que si vous êtes manager, vous allez l'idéal, ça serait de confier à un collaborateur de votre équipe le tutorat, au moins sur la partie transmission des compétences. Voilà, sur la montée en compétences. Donc, vous accueillez un jeune, ce jeune, il est là pour apprendre un métier. Est-ce que c'est au manager d'apprendre le métier à l'alternant? Est-ce que c'est la personne qui est la mieux placée? Est-ce que vous n'avez pas d'autres missions plus, je sais pas, genre, plus importantes ou, vous voyez, différentes, hein, des missions de management, c'est-à-dire de gérer l'équipe, hein, et l'idéal, ça serait de laisser à quelqu'un de votre équipe, donc un tuteur. Alors, on utilise dans le tutorat deux termes. On parle de tuteur de référence et de tuteur de compétences. Donc, si vous êtes manager et tuteur, vous êtes tuteur vous êtes tuteur de référence, et donc vous allez piloter le tutorat. Donc, par exemple, le recrutement avec les RH, la relation éventuellement avec l'école, et surtout, vous allez vous assurer que tout se passe bien avec l'alternance, c'est-à-dire que il acquiert des compétences, des connaissances, il est sur les bonnes missions, voilà, et vous allez vous assurer que tout se passe bien. Mais sur la transmission elle-même au quotidien, ça, c'est plutôt, on va appeler ça, c'est plutôt le tuteur de compétences qui va s'en charger. Alors, si vous êtes sur des petites structures, parfois vous faites les deux. C'est-à-dire que vous pouvez aussi être manager avec une partie d'expertise métier. Bon, et donc vous allez cumuler les deux notions, les deux fonctions, hein, tuteur de référence et de compétences. Mais moi, je vous invite quand même à réfléchir ou à regarder ce que vous pouvez faire et éventuellement pour déléguer la mission de transmission de compétences.
La place du manager, elle est centrale. Et ce que je dis toujours aux tuteurs qui ne sont pas managers, c'est travailler votre premier interlocuteur, c'est votre manager. Et donc, dès le départ, même peut-être avant l'arrivée de votre alternant, eh bien, prenez le temps avec votre manager de définir le qui fait quoi entre vous. Qui fait quoi? Qui transmet les missions? Qui confie les missions? Qui les contrôle? Qui les évalue? Voilà, qui règle toutes les questions de savoir-être, les questions comportementales, etc. Qui fait ça? Et là, je dirais que cette relation, elle se construit. Et il n'y a pas une relation tuteur-manager identique. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui se construit sur mesure, mais il faut le faire, quoi. C'est vraiment essentiel. C'est au cœur du tutorat. C'est la relation managériale. Voilà. Donc, c'est à vous de mettre ça à plat. Alors, avec votre tuteur ou avec vos tuteurs, si vous êtes manager, vous pouvez avoir plusieurs tuteurs dans l'équipe. Donc, voilà, je pense que c'est à mettre au cœur de cette relation. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient comme type de réponse. Si, c'est super, François. Après, donc, on va laisser les gens réagir. Moi, je voudrais revenir sur un autre thème qui est un thème qui est beaucoup commenté là depuis tout à l'heure et qui est en fait le lien entre l'entreprise et l'école, en tout cas l'organisme de formation et l'école, ou la structure, si vous êtes une structure associative ou une entité publique. C'est vrai que entre le référentiel du diplôme, du titre, les missions en entreprise, il peut y avoir un petit décalage. Et on peut se retrouver, là, on a Arnaud qui nous disait que globalement, le jeune s'ennuyait en entreprise. Alors, ça, j'ai eu ce cas-là, on pourra en parler tout à l'heure aussi, parce que nous aussi, nous avons des alternants. On a Camille qui dit quel lien doit-on avoir avec l'école de l'alternant? Si on n'a pas de nouvelles côté entreprise, est-ce qu'il faut les contacter par nous-mêmes? Donc ça, c'est une bonne question. Il y a Arnaud qui dit moi aussi, j'ai pas de contact avec l'école pour le moment. Alors, si ça a commencé en septembre, c'est quand même inquiétant. Et il y a Bénédicte qui nous dit je suis tutrice d'un grand nombre d'alternants que nous accueillons et le lien avec l'école se fait très mal avec nous. Et c'est le retour que les jeunes nous font. Enfin, ils ne se sentent pas accompagnés dans leur formation pratique. Oui. Voilà. Oui. Alors, juste déjà, revenons sur peut-être un petit peu quel est normalement censé avoir le rôle de l'école, entre le lien pédagogique et le lien, ce qui se passe à l'école. Pour ceux qui sont peut-être pas au courant, mais les écoles qui font de l'apprentissage d'alternance ont l'obligation de passer Calliope, une certification qualité. Et dans ce référentiel, il y a un indicateur qui s'appelle l'indicateur 13 et qui demande en fait à l'école de faire le lien entre les besoins à court terme de l'entreprise moyen terme et long terme et de faire en sorte de coordonner l'ensemble pédagogique pour y répondre. Donc, c'est un des indicateurs, mais on pourrait en parler d'autres. Donc voilà, François, le rôle de l'école, qu'est-ce qui doit être fait pour que ça se passe et peut-être répondre un petit peu aux questions de nos auditeurs. Oui. Alors, c'est un point qui est vraiment essentiel. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir l'aborder. Ce que j'observe dans vos messages, c'est que ça se passe pas toujours très bien. Et franchement, j'ai envie de vous dire, moi, je suis pas surpris. Alors, pourquoi? Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que les enjeux de l'entreprise et de l'école sont très différents. L'enjeu de l'école, dans une alternance, c'est de répondre aux besoins pédagogiques. C'est donc de mettre en place des cours avec des enseignants de qualité qui vont permettre à des élèves d'obtenir des diplômes ou des certifications. Et l'enjeu de l'entreprise, c'est un enjeu comme vous le savez, de production, voilà, c'est ça en fait, c'est produire des biens ou des services. Et donc on a deux enjeux qui sont assez éloignés les uns des autres. Sauf que là, on est quand même dans de l'alternance. Et l'alternance, c'est rappelons-le, les fondamentaux, c'est
un étudiant qui est aussi un salarié de ce fait, hein, il a les deux statuts en fait. Hein. Je dis souvent, en fait, en réalité, c'est un salarié détaché dans une école pour apprendre. Bon, parce que quand il est à l'école, c'est un salarié. Et donc, cette relation avec l'école, elle doit être étroite. Cet étudiant, il apprend dans deux lieux. Et donc, lui, si vous voulez, dans sa tête, hein, comme je disais tout à l'heure, quand il est à l'école, il pense à ce qu'il fait en entreprise. Et quand il est en entreprise, il pense à ce qu'il a appris à l'école. Et donc, en permanence, il fait des liens. Bon, alors, la relation entre les deux ne fonctionne pas toujours très bien. Bon, heureusement, c'est pas toujours vous avez aussi parfois de très bonnes relations. C'est-à-dire, vous avez des écoles qui ont intégré cette relation, cette mission, et qui mettent en place des outils. Alors, en termes d'outils, par exemple, vous avez ce qu'il faut savoir, c'est que cette relation, elle est de la responsabilité de l'école. C'est à l'école de prendre contact avec l'entreprise et vous voyez, de faire vivre cette relation. 4 outils. Premier outil, en début d'année, souvent, les écoles invitent les tuteurs, les maîtres d'apprentissage à les rencontrer. Alors, selon les écoles, ça peut être la journée complète, ça peut être 2 heures. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt en visio, mais voilà, ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est le tuteur pédagogique. C'est un outil, c'est une personne, hein, mais il y a une obligation, c'est-à-dire que toutes les écoles doivent nommer un tuteur pédagogique. Souvent, c'est un enseignant qui est chargé de la relation, de contacter les entreprises, de venir vous voir. Et voilà. Le troisième outil, c'est le carnet de liaison. Alors, qui peut porter d'autres noms, carnet de suivi, carnet d'apprentissage. Hein, et on parle de carnet, hein, mais en réalité, maintenant, dans 90% des cas, c'est aussi dématérialisé. Donc, les écoles mettent en place un lien sur leur extranet. Elles vous communiquent un lien, un code d'accès, et avec un mot de passe, vous avez accès au dossier de votre alternant dans lequel vous allez retrouver des informations pratiques, des notes, des absences, des accompagnements de projets, etc. Et puis le quatrième outil, c'est la soutenance en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous solliciter pour venir, parfois, on va vous demander d'être membre du jury lors des soutenances. Bon. Donc, vous voyez, cette relation, elle est vraiment étroite. Et là, vous avez dit, mais moi, j'ai entendu, hein, j'ai des problèmes avec l'école, ça se passe mal, voire je n'ai pas de contact du tout. C'est pas normal. C'est sûr que c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut les appeler? Moi, je dirais oui. Alors, d'abord, passer par votre alternant. Bon, imaginons, là, par exemple, on est fin janvier, vous avez un alternant qui est rentré en septembre et vous n'avez pas de contact. C'est grave. Hein. Pour moi, là, il faut vraiment c'est pas normal, quoi. C'est absolument pas normal. Donc, vous pouvez passer par votre alternant on peut avoir des informations, se renseigner sur qui est son tuteur pédagogique et lui demander de vous contacter. Essayez de voir du côté de l'outil de suivi, hein, de ce carnet de suivi, si vous avez accès à cet outil, et donc regardez-le. Et puis sinon, vous prenez votre téléphone et puis vous les appelez et vous essayez de comprendre pourquoi. Dans le pire des cas, si vraiment vous êtes insatisfait de la relation avec l'école, moi je dirais vous pouvez changer d'école. Vous pouvez changer d'école. Alors, c'est peut-être pas le tuteur directement qui va le faire. Prenez contact avec vos RH. Et puis, parce que finalement, c'est quand même l'entreprise qui a la main là-dessus. C'est l'entreprise les écoles ont besoin de vous. Donc, une école qui ne fait pas son travail, vous pouvez montrer votre insatisfaction. Vous pouvez leur dire, écoutez, l'année prochaine, si ça continue comme ça, on va faire appel à une autre école. Et voilà. Et ensuite, sauf si vous avez un contrat cadre, mais rien ne vous empêche de travailler avec une autre école, bon, à condition également que
vous ayez d'autres écoles pas loin. Oui, bon après c'est un autre problème. Mm. Il faut Moi, pouvoir avoir le choix. oui, François, je vais juste compléter là-dessus. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que en fait, l'école est censée anticiper vos besoins, vous aider sur la formation de ces jeunes et sur les compétences qu'ils doivent acquérir. Donc, il ne faut pas hésiter à aller bouger si vous n'avez pas de nouvelles. Euh, un des points essentiels aussi, c'est que c'est le rôle de l'école d'identifier avec l'entreprise quand il y a un problème de compétence ou de savoir-être en entreprise ou à l'école, très rapidement, pour recadrer, apporter en fait des cours de soutien ou d'accompagnement supplémentaire pour traiter un point. Il suffit que par exemple le jeune a un problème d'expression écrite, de pression orale, peut-être il y a des maîtrises de logiciels qui sont pas bons. Donc si entre guillemets ça entre guillemets impacte l'efficacité dans sa tâche de tous les jours et que ça vient de créer entre guillemets des satisfactions, des conflits et automatiquement après une rupture de contrat, il faut en fait pas hésiter en fait à demander à l'école de traiter ces problématiques-là et pas attendre en fait la fin de la période d'essai et ça, enfin ils sont là pour apprendre, c'est un peu ce point important. Il y a plusieurs commentaires qui ont été faits. Donc oui, bien sûr, ça paraît dingue de pas avoir de contact de son école depuis septembre alors qu'on est bientôt en février. Alors, on vient de glisser très rapidement du côté des questions qui se posent aussi. Juste, François, une réponse d'une minute sur la différence entre un tuteur d'alternant d'apprenti et celui d'un stagiaire. Et d'un stagiaire, oui. Alors, ben ça va. J'ai eu peur que tu me demandes la différence entre un contrat d'apprentissage et de professionnalisation en une minute, parce que ça c'est très complexe. Avec un stagiaire en fait n'est pas un salarié. Un apprenti ou un contrat de professionnalisation, c'est un salarié de l'entreprise. Le stagiaire, il est rattaché à 100% à son école. Donc, ce qui le lie à l'entreprise, c'est une convention de stage. Voilà, qui peut être, on va dire, rompu facilement en cas de difficulté. Voilà, le lien, il est très fragile. Hein, voilà, il y a donc un stagiaire, c'est quelqu'un qui est dans la forme. Oui, pardon. Dans la façon de manager ou d'accompagner ce jeune, est-ce qu'on est sur les mêmes pratiques? Les mêmes. Oui, c'est-à-dire que quand vous suivez une formation de tuteur, quand vous accompagnez un alternant, vous pouvez accompagner un stagiaire de la même façon, exactement de la même façon. Donc normalement, le stagiaire, il a aussi un tuteur pédagogique dans son école qui est censé prendre contact avec vous. Enfin, voilà. Donc effectivement, c'est très proche. C'est simplement le lien qui est le rattachement sur avec l'entreprise qui est différent. Ok. Je vous propose qu'on passe sur un sujet différent, qui est plutôt l'intégration, enfin, de l'apprenti, le relationnel, la gestion des différentes générations, qui peut être une raison aussi de problématiques. Et je vais me baser sur le cas de Camille. Et après, François, on reviendra sur les fondamentaux, mais concernant l'intégration, comme je le disais, nous avons deux alternants. L'un s'est très bien intégré, l'autre ne souhaite pas de lien avec notre équipe, qui pour le coup ne veut pas de son bien non plus. Il préfère manger seul le midi, ne souhaite pas participer aux activités. Nous ne le forçons pas, évidemment, mais quand même, jusqu'en septembre, auriez-vous un conseil? Donc, comment aujourd'hui on fait en sorte pour créer un lien avec cet alternant qui a l'air de vouloir faire solo, peut-être qu'il y a un problème là-dessus. Et plus généralement, peut-être comment recréer une motivation chez un jeune. Ce serait peut-être aussi ça, en fait, un des sujets. Alors bon, moi j'ai pas de recette miracle. Je dirais que est-ce que j'ai envie de vous demander, il a l'air de bien bosser. Pardon? Il a l'air de bien travailler en plus. Oui. Alors c'est surtout au niveau relationnel. Bon, moi j'ai envie de dire comment vous l'accompagnez en tant que tuteur? Est-ce que vous mettez en place des moments d'échange? Est-ce que vous lui demandez comment il se sent? Parce qu'il n'y a pas que le travail. Si je reprends la dimension de la compétence avec du savoir-faire, du savoir-être. Bon, le savoir-être aujourd'hui,
les soft skills, c'est essentiel en entreprise. Bon. Donc, comment vous travaillez sur le savoir-être avec votre apprenti? Euh, Est-ce que vous mettez en place des briefings? Est-ce que quand il revient de l'école et qu'il a passé 1 semaine, 2 semaines à l'école, est-ce que vous passez du temps autour d'un café avec lui pour lui demander comment ça se passe? Est-ce que vous le projetez sur des objectifs, à partir d'objectifs, hein? Est-ce que vous lui avez construit un programme de montée en compétences progressive et vous échangez avec lui? Est-ce que vous allez déjeuner, vous lui proposez de déjeuner? Bon, voilà. Après, moi, je connais pas, j'ai pas de recette miracle, hein, mais la relation, c'est essentiel. Alors, si on veut aborder un peu la question des générations Z, bon, j'ai envie de dire, les sociologues, etc., ont repéré que ce sont des générations qui sont très sensibles à la relation. Alors, vous allez me dire, bah, nous aussi, hein, et on n'appartient pas à la même génération. Tout le monde est sensible à la relation. Mais voilà, qu'est-ce que vous faites avec vos équipes? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous discutez avec ce jeune? Qu'est-ce que vous faites pour pas le laisser tout seul? Vous pouvez aussi, alors en termes de motivation, qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Voilà. C'est complexe, hein. Ok. Il y a pas de réponse toute faite. D'accord, François. Moi, ce que j'aimerais, bon, vu qu'on est rentré dans le sujet sur les nouvelles générations, est-ce que tu pourrais un peu voilà, brosser rapidement un peu les différentes générations qui existent? Qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, ça peut des fois ne pas fonctionner entre elles et comment voilà, créer une harmonie entre des générations Y, Z et même, il y en a d'autres, hein, sur les baby boomers, par exemple. Écoute, Morgane, alors moi j'aurais beaucoup de plaisir à parler de tout ça, mais c'est difficile de synthétiser parce que c'est un sujet qui est assez sensible. Alors, le phénomène intergénérationnel, c'est un phénomène qui est une approche qui est assez récente, qui a une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de sociologues, hein, qui travaillent sur ces questions-là. Et ça peut créer aussi des désaccords. Donc, je rencontre aussi des personnes qui me disent on n'y croit pas trop, et donc il faut prendre beaucoup de précautions. Moi, quand j'en parle, je voudrais prendre vraiment des précautions en disant ces questions-là peuvent nous aider à comprendre les comportements, mais ça répond pas à tout. Ça, c'est évident que ça répond pas. Pour faire simple, mais vraiment, je veux pas créer voilà, je veux pas être péremptoire là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les sociologues? On parle de baby boomers, donc allez, on va faire simple, c'est des personnes qui sont nées à l'époque des 30 glorieuses jusqu'au début des années 60. Donc une époque de plein emploi, de reconstruction d'après-guerre, voilà. Donc ce sont des personnes qui ont 60 ans, autour de 60 ans et plus aujourd'hui, qui seront encore en entreprise pendant une bonne dizaine d'années, hein, pour les plus jeunes. Voilà, avec des influences, hein, parce qu'une génération, on est influencé pendant nos 20 premières années, on va partager, les personnes de la même tranche d'âge vont partager la même relation à l'entreprise et au monde. Donc les mêmes lectures, on va aller voir les mêmes films au cinéma, voilà, on va être impacté par des mêmes phénomènes socioculturels ou économiques. Donc les baby boomers. Après, on a ce qu'on appelle génération X. Donc là, pour faire simple, on va dire la génération de crise. Ce sont les années 70. Crise pétrolière, crise de la famille. Quand on a 20 ans, c'est le sida à partir des années 85 et plus. Bon. Donc là, ça, c'est une génération qui a reçu beaucoup de messages de leurs parents qui leur disaient il faut se battre, il faut relever les défis, etc. Ensuite, on a les générations Y à partir des années 80. Donc là, ce sont des jeunes qui sont arrivés dans le monde, hein, avec l'informatique. Donc une vision qui s'adapte aux outils informatiques très rapidement. C'est aussi l'enfant roi qui est décrit par Françoise Dolto, hein, à partir où l'enfant qui arrive dans ces années-là, il est au centre de toutes les préoccupations, et ensuite il va en entreprise attendre aussi, développer aussi cette même posture d'être le centre, mais l'entreprise n'est pas prête.
Et donc, ça va créer un peu de tension, un peu de conflit. Puis ensuite, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la génération Z, les moins de 25 ans. C'est la génération des réseaux sociaux. C'est la génération de tous les outils informatiques. Voilà. Et bon, vraiment, c'est extrêmement réducteur, hein, ce que je suis en train de dire là. Mais si vous êtes intéressé par le sujet, voilà, allez sur Internet, vous avez des ouvrages, vous avez des auteurs qui ont écrit, vous avez des vidéos aussi. Et bon, donc je dirais que ces jeunes générations peuvent aujourd'hui avoir des attitudes, des comportements qui peuvent surprendre, mais plus vous allez avoir un regard bienveillant et de connaissance sur qui ils sont et comment ils nous perçoivent, eh bien, mieux ça se passera. En tout Ok. cas, c'est ma théorie. Merci François. N'hésitez pas à réagir. Et en plus, vous répondez entre vous, vous apportez des réponses. Donc c'est totalement l'objectif de cet exercice. Moi, je voudrais terminer en fait. On n'aura pas le temps de tout traiter parce qu'il va nous rester à peu près 15 minutes grand maximum. Je voudrais traiter la montée en compétences, le suivi et l'évaluation. Et tu disais tout à l'heure que être tuteur, maître d'apprentissage, c'était un peu être formateur, en fait, hein, globalement, pour aider à monter en compétences. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Quand on n'a jamais formé quelqu'un, voilà, quelles sont les bases à connaître? Alors pour moi, il y a deux choses clés. Ce sont les compétences et les objectifs. Donc les compétences, on forme, on accompagne sur des compétences. Donc on va notre métier est constitué de compétences. Alors vous avez un spécialiste qui s'appelle Guy Le Boterf, donc je vous renvoie vers la lecture ou que vous pouvez avoir. Enfin, je l'appelle Monsieur Compétences. Donc les compétences et les RH connaissent bien. Bon, ce sont des connaissances, donc de la théorie. C'est la mise en œuvre de cette théorie. Et c'est aussi la posture et donc le savoir-être, les soft skills qu'on va développer aussi par rapport à un métier. Et donc quelqu'un qui veut transmettre, eh bien il va le faire en prenant, en décortiquant, si on peut dire, en identifiant cette notion de compétence. Donc mon alternant, je vais lui permettre d'acquérir des savoirs. Alors, ça peut être des procédures, ça peut être enfin, c'est des connaissances, hein, connaissance des clients, connaissance des produits, connaissance des machines, connaissance de, voilà. Donc, je vais lui permettre d'acquérir cela. Je vais lui permettre de faire fonctionner, donc, les bons gestes, la mise en place faire travailler des outils, etc. Et puis, je vais aussi lui, l'aider à grandir sur les savoir-être. C'est-à-dire savoir travailler en équipe, écouter son client, devenir autonome, arriver à l'heure, voilà, etc., etc. Donc ça c'est la base. Comment je vais faire pour transmettre tout ça? Eh bien, les formateurs connaissent bien. Je vais utiliser les objectifs. Donc, quand je suis tuteur, j'ai besoin de savoir comment travailler avec les objectifs. Alors, attention, vous avez deux types d'objectifs. Moi, je parle des objectifs pédagogiques. Pour les objectifs qui sont liés en fait à au résultat de tâches ou d'activités, ça, c'est plus le travail du manager. Mais sur les objectifs pédagogiques, c'est-à-dire comment j'apprends et je peux maîtriser telle ou telle tâche, ça, c'est le rôle du tuteur. Donc, il faut que je comprenne et que je puisse rédiger, on va dire, hein, dans un outil des objectifs de formation, des objectifs opérationnels, et puis les différentes étapes pour y arriver, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques. Voilà. Donc ça, c'est une notion qui est importante et qu'on peut acquérir dans une formation de tuteur, par exemple. Voilà. Et puis, une fois que j'ai ces deux notions-là, eh bien, qu'est-ce qui va m'aider à faire cette montée en compétences? Eh bien, peut-être la construction d'un outil de suivi. Voilà. Donc, d'un fil rouge. Alors, vous pouvez avoir des outils qui vous sont proposés par les écoles. Hein. Vous avez certaines écoles qui sont très soucieuses et que d'aider les entreprises à la montée en compétences et qui peuvent vous fournir des outils comme ça. Si vous êtes manager, vous avez peut-être vos propres outils.
Sinon, vous pouvez en construire. Voilà. Et, et les partager avec votre alternant, avec votre manager si vous l'êtes pas vous-même, avec vos collègues si vous avez des collègues. Super. Merci François. Si vous avez des questions par rapport à la montée en compétences, hein, n'hésitez pas à les poser. Moi, je voudrais maintenant terminer par un sujet qui est bien sûr la fin en fait de la relation avec son apprenti, qui est lié au mémoire, à la soutenance et puis aussi au post-formation. Voilà, quel est le rôle un petit peu du tuteur sur cette partie finale? Parce que on a un rôle dans peut-être la définition de la problématique du mémoire, même si l'école garde un précaré là-dessus. On participe ou non à la soutenance, et puis après, est-ce qu'on le félicite, on lui facilite sa sortie avec mise à dispo de réseau, ce genre de choses? Et oui, exactement. Voilà, tout à fait. Alors, la fin du tutorat, c'est quand votre alternant vous dit j'ai réussi mon diplôme, merci beaucoup, je suis super content de tout le travail qu'on a fait ensemble. Donc pour arriver là, eh bien effectivement, il y a la partie soutenance. Alors attention, cette partie soutenance, elle commence tôt, hein. Elle commence dès le début, j'ai envie de dire, hein, avec un sujet à trouver. Donc le sujet, on peut commencer à y réfléchir sur le premier trimestre. Ensuite, il faut que le sujet soit validé par l'école en fin de premier trimestre, décembre, janvier. Et ensuite, il faut donner les moyens à votre alternant de mener son sujet. Donc, souvent, c'est évidemment une problématique. Hein, c'est un sujet qui répond à un besoin de l'entreprise, une problématique. Donc, vous allez l'accompagner. Vous allez aussi peut-être un peu regarder le mémoire. J'ai envie de vous dire, regardez un peu les fautes d'orthographe, mais c'est du détail. Puis c'est trop de travail, ça, pour vous. Hein. Donc, accompagner un petit peu sur la rédaction du mémoire. Et puis, bien sûr, si l'école vous sollicite, allez à la soutenance. Donc, préparez-les à soutenir. Souvent, ils ont des difficultés à parler en public. Pas tous, hein, mais c'est un grand classique. Donc, faites-les préparer leur soutenance. Et puis ensuite, allez-y. Bien sûr, allez-y. Si vous pouvez pas y aller, demandez à un collègue d'y aller. Et là, ils ont besoin de votre présence. Puis parfois, on vous demande d'être membre du jury, donc de noter aussi la soutenance, le mémoire, la soutenance. Bon, voilà. Et puis la fin, comme la fin du tutorat, qu'est-ce que va devenir votre alternant quand il va vous quitter? Est-ce qu'il va rester dans votre structure sur avec un autre diplôme, et donc peut-être un autre tutorat, mais ça peut être aussi avec un autre tuteur. Donc vous pouvez faire la liaison. Est-ce que il va vous quitter pour une autre entreprise avec un autre diplôme? Est-ce qu'il va intégrer votre entreprise sur un emploi? Dans ce cas-là, il faut le mettre en relation avec les RH et voir en termes de disponibilité, d'emploi, ce qui peut se faire là où vous êtes ou dans votre groupe, etc. Et puis, ça peut être aussi trouver un emploi ailleurs, dans une autre structure. Et là, vous pouvez peut-être faire fonctionner votre réseau. C'est la cerise sur le gâteau, je dirais. Et puis, une chose que je voudrais vous dire avant qu'on se quitte, c'est quand votre alternant a obtenu son diplôme, eh bien, fêtez-le. Célébrez cette réussite. Faites péter les bouchons. Donc, réunissez toutes les personnes autour de vous qui ont contribué à la réussite et voilà, et faites la fête parce que ça vient du cœur, quoi. C'est quelque chose qui, voilà, faut pas passer à côté. Donc, n'oubliez pas ce petit détail. C'est vrai que c'est toujours sympa de fêter la réussite de son apprenti. Puis en général aussi, on fête aussi un peu le pot de départ et c'est toujours triste quand il nous quitte. Donc voilà, je pense qu'on a traité, on va dire en synthèse, hein, bien sûr, une grosse partie du sujet du tutorat. On pourrait en parler longtemps. Hein. On sait que dans une formation, ça peut durer 7 à 14 heures. En tout cas, je voulais vous remercier. Merci François déjà pour d'avoir joué, on va dire le jeu, et d'avoir répondu à nos questions, et d'avoir fait synthétique parce que c'est pas toujours très simple sur un sujet comme celui-ci. J'espère que ça vous a déjà donné des premières bases sur ce qu'est le tutorat.
l'intérêt, on va dire, du Meeting Club, c'est bien sûr d'échanger avec un expert et de vous ouvrir, on va dire, des chakras sur le sujet que nous traitons, mais aussi d'avoir vos retours d'expérience, d'avoir vos questions, d'avoir ces échanges. Vous retrouvez bien sûr cette conférence et ce podcast en diffusion sur nos sites internet. N'hésitez pas à vous abonner à la diffusion si vous écoutez habituellement des podcasts, le Meeting Club sur Proactive Academy. Je vous remercie à tous pour cette participation. Ces événements, ces rendez-vous seront très réguliers. Donc, j'espère vous revoir tous à certains d'entre eux. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt sur le Meeting Club. Merci beaucoup, François. Merci Morgane, merci à tous. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.